Bonjour tout le monde, merci beaucoup de m'accueillir pour cette petite intervention. Donc voilà, l'idée ça va être de faire un peu un point général sur les points d'utilité, les points d'attention, comment on peut utiliser voilà, le jeu sérieux plutôt numérique dans l'enseignement supérieur. Donc pour me présenter très rapidement, est-ce que je parle assez fort? Ça va, j'ai la voix un peu sourde et souvent. Ok, il faut que je parle un peu plus fort. Ok, donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Thomas Planck. Donc moi à la base, je suis pas du tout enseignant-chercheur ou quoi, je suis game designer. Donc j'ai travaillé dans l'industrie du jeu vidéo pendant pas mal d'années. Donc le game design, ça consiste à la création de l'histoire et des mécaniques d'un jeu. Et donc plutôt sur des relativement gros jeux d'action-aventure ou au contraire des plus petits jeux indépendants. Voilà, avant de me tourner vers le jeu pour l'enseignement. J'enseigne aussi le game design dans diverses universités et écoles. Et donc, je coordonne la production des jeux dans le consortium Ikigai. Donc, pour en dire deux mots, ça a déjà été cité. Donc, Ikigai, c'est un consortium d'une quarantaine d'universités, grandes écoles, associations et autres types de structures, c'est assez ouvert, qui, à l'échelle française, développe, on va dire, une sorte d'initiative de service public du jeu pour l'enseignement et qui essaie de répondre aux problématiques assez récurrentes dans ce domaine, qui sont notamment des problématiques de niveau, on va dire, d'alignement avec les critères de qualité de l'industrie du jeu vidéo, puisque les étudiants, forcément, ils sont joueurs, donc ils s'attendent à des choses qui ressemblent à ce à quoi ils jouent au quotidien, qui sont aussi des problématiques qui sont liées au budget. Développer un jeu, on va en reparler un petit peu à un moment, développer un jeu, c'est quelque chose qui peut coûter assez cher. Donc la manière dont fonctionne ce consortium, c'est qu'on mutualise l'ensemble de ce qui est développé. Comme ça, ce qui est développé pour un jeu peut ensuite servir pour d'autres jeux, et ce qui permet d'avoir des coûts de développement qui sont plus accessibles pour l'enseignement supérieur, pour faire des outils de qualité. Bon. Et il y a aussi un aspect recherche avec la collecte des données d'utilisation des parties qui sont jouées par les joueurs, et pour pouvoir comprendre ensuite comment ils ont appris, comment ils pratiquent le jeu, etc. etc. Voilà. Et puis par ailleurs, ce que je mets sur la slide, je suis aussi cofondateur d'une association qui s'appelle Game Impact, qui travaille sur les enjeux sociétaux du jeu vidéo. Mais bref. Donc bon, quand on parle de jeu, on va passer assez rapidement là-dessus. En fait, des formes de jeu, il y en a plein. Ça a un petit peu été cité par Isabelle tout à l'heure. Il y a le jeu vidéo, mais il y a aussi le jeu de société, évidemment, qui marche beaucoup, qui connaît un gros renouveau depuis une quinzaine d'années d'ailleurs. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il y a tout ce qui est escape game qui arrive. Il y a aussi des activités qui ne sont pas forcément purement du jeu, mais qui peuvent être ludifiées avec des outils type Kahoot, Genially, des choses comme ça. On a tout ce qui est jeu de rôle aussi. Donc voilà, le jeu, c'est vraiment un type d'objet qui peut prendre des formes très très variées, et entre les frontières peuvent être assez poreuses. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a par exemple qui connaissent le jeu Unlock, qui fait un croisement entre escape game, jeu de société, et côté jeu vidéo avec une appli numérique. Donc voilà, tout ça c'est quand même assez connecté, et généralement les compétences mises en œuvre pour développer un type de format sont à peu près les mêmes que pour d'autres types de formats. Mais bon, aujourd'hui, on va surtout discuter jeux vidéo, manifestement. Quand on parle jeu sérieux, un truc qui est à comprendre, c'est que, bon, comme on disait, c'est pas forcément informatisé. Et quand on parle de jeu, en français, on n'a qu'un seul terme. Le jeu. Un truc qui est intéressant, c'est qu'en anglais, ils vont avoir deux termes qui vont être le game et le play, et qui vont désigner deux activités, deux objets, en fait, assez différents. Le game qui va désigner l'objet en lui-même. Par exemple, là, on a en illustration en haut le jeu d'échecs. Bon, voilà. Le jeu d'échecs, on connaît, c'est un tableau, enfin un plateau avec des cases et puis des pions, et les pions peuvent avancer d'une certaine manière. Voilà, donc il y a tout un ensemble de règles qui est complètement prédéterminé. Seulement, il y a une manière de pratiquer ce même jeu qui peut être extrêmement différente selon le contexte, selon les personnes. Là, par exemple, sur l'exemple, on voit à gauche Kasparov qui est en train de se prendre une raclée par je ne sais plus quelle intelligence artificielle. Vous savez, c'est une histoire assez connue. Je crois que c'était... Non, j'ai oublié le nom, vraiment, il faudrait que je me rappelle. Mais bon, voilà. Donc en jeu, quand même, il joue un petit peu la place de l'être humain, finalement, dans le jeu des échecs. Il joue aussi probablement une certaine notoriété de son pays. C'est le premier joueur mondial. Bon, voilà. Donc on voit qu'il y a un enjeu qui est super important. Et puis à droite, on voit des personnes qui jouent là, voilà, sur une table installée au coin de la rue. Et puis elles ont l'air quand même vachement plus détendues que Kasparov, probablement parce que l'enjeu est bien moindre. Ça doit être, j'imagine, celui qui perd, il va payer le coup au bar à la fin à tout le monde, mais finalement ça va pas beaucoup plus loin. Donc voilà, selon l'enjeu, selon le contexte, on peut pratiquer le jeu d'une manière qui est quasiment en fait
contrainte et professionnelle, comme Kasparov, ou de manière beaucoup plus gratuite, détendue, comme on a dans la photo à droite. Et ça, c'est ce que les anglophones appellent le play. C'est quelle attitude on a par rapport au jeu. Est-ce qu'on a une attitude ludique, donc de gratuité, de détente, de pratiquer le jeu pour son seul plaisir, ou est-ce qu'on a une manière de le pratiquer qui est peut-être plus instrumentalisée, peut-être pour de l'argent, il y a des gens qui jouent pour de l'argent aujourd'hui, ou par exemple pour de la note. On va y revenir, moi je déconseille fortement de noter l'utilisation du jeu, puisque beaucoup de théoriciens du jeu disent que pour pleinement profiter de la liberté que donne le jeu, le jeu doit avoir une notion de gratuité. On ne joue quelque part que pour le plaisir de jouer. Et donc, moins on met de contraintes et d'enjeux forts, plus on permet cette liberté, cette détente, qui permet aussi le droit à l'erreur, etc. Voilà. Donc après, on peut, du coup, à partir de là, ludifier des activités qui ne sont pas forcément purement de l'ordre du jeu. On a un petit exemple en bas, là, voilà, on va essayer de mettre un peu un élément de jeu sur une action qui est très basique, qui est de, s'il vous plaît, mettez les déchets dans la poubelle pour peut-être pousser les gens à plus le faire. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la gamification, la ludification. Le jeu sérieux, ça a un tout petit peu été évoqué. On va essayer de lister quelques avantages. Il y en aurait sûrement d'autres, mais en tout cas, certains des principaux qu'on pourrait identifier. Évidemment, il y a l'aspect motivationnel, puisque c'est du jeu, on a l'impression que ça va être divertissant. Voilà, ça va être peut-être intuitivement sembler plus sympa, plus motivant que du cours magistral. Mais il y a aussi une notion importante qui est la mise en action. Dans un jeu, je ne suis pas en train d'absorber juste passivement des notions, c'est que je suis en train de mettre en place des raisonnements, des stratégies dans un objectif donné, qui est de gagner. Et donc ça, évidemment, c'est très participatif, ça me rend très actif. Et potentiellement, si le jeu est bien fait, ça peut me faire ressentir les émotions par plein de manières différentes. Ça peut être parce qu'on est à plusieurs, en multijoueur, et donc on est ensemble, ou alors on se bat les uns contre les autres, et en tout cas on a envie de réussir ensemble ou face aux autres, et on est content ou on n'est pas content quand on gagne ou on perd. Ça peut être aussi sur des jeux solo, l'émotion peut venir de la narration, de la direction artistique, voilà, mais en tout cas il y a cette composante-là qui va aider finalement à ressentir des choses peut-être un peu plus fortes que si je fais simplement un exercice devant ma feuille de papier, et du coup à mieux me souvenir finalement de ce que j'ai vu. Un autre truc qui n'est pas hyper intuitif sur le jeu, mais qui est vraiment très utile, c'est l'aspect répétitivité. En fait, un jeu, et c'est pas du tout un truc négatif, parce qu'on a l'impression que c'est négatif comme ça, ce terme répétitif, un jeu, c'est par essence un truc super répétitif. Exemple super basique, Mario, j'avance, je cours, je saute au-dessus d'un ennemi ou d'un trou, et puis finalement, je continue et je ressaute au-dessus du prochain trou, et je continue, etc., etc. C'est pas si chiant, ça marche très bien depuis 40 ans. Hein. Mario, ça marche bien. Donc, alors pourquoi c'est pas ennuyeux? Très rapidement, c'est parce que cet aspect répétitif, en fait, il n'est pas si répétitif, puisque même si la manipulation de base est la même, elle se fait dans un contexte où il y a une progression de difficulté, de complexité, peut-être une variation dans les habillages visuels, tout un tas de choses comme ça qui font que je supporte assez bien, j'ai une vraie impression d'évolution dans le fait de faire la même action fondamentale. Et ça, du coup, pour tout un tas d'éléments d'apprentissage qui nécessitent de refaire plusieurs fois une même manipulation, de refaire plusieurs fois un même exercice, de mettre plusieurs fois à l'épreuve un même raisonnement, le jeu peut être quelque chose qui peut être vraiment très optimal et qui peut peut-être laisser là où en TD, on peut parfois faire plusieurs fois un même exercice pour justement entraîner les étudiants, on peut peut-être reporter cette activité sur du jeu pour en TD laisser plus de place à des choses plus enrichissantes comme de l'échange entre les étudiants et les enseignants, plutôt que de refaire 50 fois le même exercice. Le jeu, ça permet aussi beaucoup l'apprentissage par l'erreur, puisque je me trompe dans un jeu, c'est pas grave, je suis pas mal noté, etc. Le jeu me propose simplement de recommencer. Et éventuellement, idéalement, le jeu il me dit pourquoi je me suis planté et comment je pourrais faire mieux. Comme ça, bim, ça me donne l'impression que justement, je vais pouvoir y arriver. Et j'ai des moyens pour le faire. Et donc, le jeu a un aspect à la fois de pardonner et de permettre d'apprendre grâce à ses erreurs, qui est assez bien, peut-être mieux équipé que d'autres modalités pédagogiques. Un autre point qui peut être assez intéressant sur le jeu, c'est l'aspect construction de représentation, puisque le jeu il va représenter des systèmes et je vais pouvoir interagir avec ces systèmes et obtenir un retour immédiat de qu'est-ce qu'a donné cette interaction.
Est-ce que je me suis planté ou pas? Comment le système a réagi? Je le vois en temps réel, et du coup, je comprends très bien comment il marche, et probablement beaucoup plus que par de l'exercice un peu abstrait sur une feuille de papier. Donc voilà, tout cet aspect, évidemment, simulation du jeu et réactivité, on va dire, en temps réel, est aussi quelque chose à mobiliser assez fortement. Voilà, bon, on peut aussi voir et manipuler dans le jeu des échelles inaccessibles en réalité. On pourrait représenter des systèmes solaires autant que des systèmes moléculaires, et on peut très bien le faire dans le jeu, alors qu'évidemment, l'expérience en laboratoire va rendre ça plus difficile. Il y a tout un aspect, ça a déjà été un tout petit peu discuté à un moment, évoqué, l'aspect modularité du jeu. Un jeu, il peut aussi, si on met les fonctionnalités qui vont bien, s'adapter aux capacités de l'étudiant. S'il est en difficulté, le jeu peut baisser la difficulté peut-être. L'étudiant peut indiquer « Ah, ça j'y arrive bien ou j'y arrive pas », et le jeu va reproposer le même contenu ou le même contenu adapté, etc. Donc cet aspect aussi, adaptativité en temps réel aux besoins, au profil de chaque étudiant. Et cette adaptativité, elle va avec un aspect mesurable, puisque, comme je disais, dans un jeu, on peut, si on a les infrastructures nécessaires, intégrer ce qu'on appelle les learning analytics, donc de la collecte de données d'utilisation, et en faisant de la recherche sur ces données, comprendre où est-ce que les étudiants se trompent, où est-ce qu'ils réussissent bien, où est-ce qu'il y aurait peut-être besoin de renforcer l'apprentissage, et du coup augmenter comme ça l'efficacité de l'outil, quoi. Donc voilà, ça a l'air vachement bien, le jeu dit comme ça, mais c'est pas non plus une recette miracle, je suis pas là pour vendre la soupe. Il y a aussi tout un tas de choses auxquelles il faut faire attention. Notamment, la plupart des chercheurs-chercheuses sur le jeu pour l'enseignement se mettent assez d'accord sur le fait que le jeu est rendu beaucoup plus efficace s'il y a du débriefing après la séance de jeu avec les enseignants. Donc pour analyser, ok, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu, comment il a réagi, comment vous comprenez la manière dont le jeu a réagi, etc. etc. Et donc ça va permettre pour les étudiants d'ancrer beaucoup plus le propos et de comprendre finalement qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu. Et sur un truc extrêmement basique, ça permet aussi d'assurer que les étudiants qui ont réussi dans le jeu, ils n'ont pas réussi simplement en faisant n'importe comment et en ne comprenant pas ce qu'ils ont fait, mais du coup, de leur permettre de comprendre ce qu'il y a derrière, quoi. Voilà. Je voulais rajouter un truc là-dessus, mais j'ai oublié. Bon, c'est pas très grave. Il y a aussi tout un aspect logistique qu'il faut aussi prendre en compte. Sur quelle plateforme est disponible le jeu? Est-ce que l'université dispose de ces plateformes? Est-ce que les ordinateurs sont assez puissants? Est-ce que si le jeu est en réalité virtuelle, on a les casques de réalité virtuelle? Si on veut le faire pratiquer à la maison, est-ce que les étudiants, ils ont le matériel, ordi, smartphone, je sais pas, nécessaire? Si c'est un jeu sur smartphone, est-ce qu'il tourne sur tous les smartphones ou est-ce que seulement sur des smartphones assez puissants? Si on est sur du jeu de société, est-ce que il faut bien prévoir le temps d'installer toutes les boîtes de jeu, expliquer les règles au début, et ça bouffe vite un temps qui n'est pas complètement négligeable sur le début de la séance. Donc voilà, il y a tout un aspect logistique qu'il faut quand même un petit peu prévoir en amont du déploiement du jeu. Notamment, c'est une des raisons pour lesquelles pour faire une petite incise, à Ikigai, on a tendance à proposer des jeux qui sont plutôt sur des formats ordinateur et smartphone. C'est que on sait que ça va être des plateformes que la plupart des structures et des personnes possèdent, et donc qui vont permettre que les jeux soient déployables chez à peu près n'importe qui. Ce qui ne sera pas forcément le cas avec des matériels plus exotiques comme de la réalité virtuelle ou des choses comme ça, ce qui ne veut pas dire que c'est des matériels qui ne peuvent pas servir, ça peut être très pertinent dans certains cas, mais il faut bien se demander est-ce que le fait d'utiliser un matériel exotique a finalement une vraie utilité pédagogique ou pas. Évidemment, il faut aussi, quand on fait un jeu ou qu'on l'utilise, équilibrer correctement entre le jeu et l'enseignement. Je dis ça parce qu'on pourrait facilement avoir envie, en tant qu'enseignant, de mettre finalement l'ensemble du contenu du cours dans le jeu. Et du coup, est-ce que ça va rester un jeu à ce moment-là? Si le jeu est, on joue 3 minutes et bim, on se mange 2 pages de cours qui vont mettre une demi-heure à lire, on rejoue 3 minutes, bim, une demi-heure de cours. Vous voyez, peut-être que les étudiants ils vont se dire, c'est pas vraiment du jeu cette affaire. Voilà, donc petit point d'attention à avoir sur comment on répartit le contenu entre le jeu et en gardant suffisamment de temps de jeu pour vraiment que ce soit ludique et divertissant, et peut-être mettre une partie du contenu à côté, peut-être après, une fois qu'on a donné envie de s'intéresser au domaine par le jeu qui pouvait peut-être servir d'introduction et qui, par son côté un peu attrayant, donne envie de s'intéresser, quoi. Un autre point d'attention qui est majeur, c'est le coût de développement. On va y revenir. J'aurai une petite slide là-dessus, je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais développer du jeu, globalement, c'est cher. C'est
À nos échelles dans l'enseignement supérieur, par jeu, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Donc ça monte vite beaucoup. Et encore, c'est massivement inférieur aux coûts pratiqués par l'industrie du jeu vidéo. Et donc, la question, c'est comment s'organiser pour pouvoir arriver à avoir du jeu à une échelle suffisante avec des coûts qui sont ceux de l'enseignement supérieur. Donc, entre autres, justement, l'initiative Ikigai, c'est un des objectifs de répondre à cet enjeu-là. Mais évidemment, ça peut être aussi la question de, quand on a une idée de jeu, est-ce qu'il va servir à 3 étudiants ou est-ce que c'est une idée qui peut être un concept qui peut être suffisamment générique pour être appropriable par plusieurs disciplines et ainsi servir à peut-être plus d'étudiants. Voilà, ça peut être des questions qui peuvent être à se poser à l'étape de la conception. Un autre point qui nous semble assez important, c'est d'éviter la notation. Voilà, je sais que je le dis toujours parce que nous, dès qu'on fait un jeu avec des enseignants, ils nous disent « Alors, est-ce qu'on va pouvoir noter avec le jeu ?» Et donc, si on note avec le jeu, les étudiants, ils vont le savoir et ils vont se sentir le flingue sur la tempe de « Ok, t'es en train de jouer, mais t'es pas vraiment en train de jouer, t'es en train de te faire noter en fait. Donc t'as pas intérêt à te planter. » Et voilà. Et donc évidemment, tout l'aspect je fais un peu ce que je veux, j'ai le droit à l'erreur, je peux me tromper, le jeu me dira comment recommencer bien. Tout ça, c'est complètement évacué et donc j'ai une pression qui évacue pas mal de l'intérêt, de la gratuité, de l'aspect motivant du jeu. Un autre point qui n'est pas complètement trivial, c'est que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec le jeu. Il y a vraiment une hétérogénéité de pratique, je suis sûr ici aussi. Il y a des gens qui sont très joueurs-joueuses, d'autres beaucoup moins. Il y a aussi des gens qui ne se disent pas joueurs et joueuses, mais qui en fait jouent beaucoup. Par exemple, on a plein de gens qui jouent à des jeux dans le métro, genre Candy Crush ou ce genre de choses, et qui disent qu'ils jouent peu, qu'ils jouent pas. Parce que ce genre de jeu, par exemple, Candy Crush, n'est pas reconnu, on va dire, n'a pas une espèce de légitimité de vrai jeu. Pour beaucoup, dans les sphères qu'on appelle gamers, un vrai jeu, ça va être des jeux où on a un flingue et on tire sur des gens, voilà, des jeux qui ont coûté plusieurs centaines de millions de dollars. Bon. Et en fait, non, pas forcément. Donc il y a vraiment des pratiques de jeu qui sont très variables, aussi des gens qui ne jouent pas du tout. Et donc quand on propose cette modalité pédagogique, peut-être se demander comment on fait en sorte qu'elle puisse s'adapter à des publics qui sont plus ou moins pratiquants. Donc ça peut être par exemple permettre d'avoir des rôles différents au sein du jeu pour que des gens plus ou moins sociables peuvent avoir un rôle qui est plus ou moins, si on est sur un jeu multijoueur par exemple, plus ou moins en rapport avec les autres. Voilà, ça peut se réfléchir à l'étape de la conception pour chaque type de jeu. Mais ça peut être un point pour arriver à rallier plus d'étudiants. Bon, après, évidemment, toutes les modalités pédagogiques ont ce problème. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le cours magistral, avec les TP, etc., etc. Voilà, donc en résumé, le jeu, ça a plein d'aspects très efficaces pour l'enseignement, mais ce n'est pas non plus une recette miracle, et donc il faut la placer de manière optimale parmi les autres modalités pour en exploiter au mieux les avantages. Et donc, comment on peut utiliser le jeu ? Je regarde un peu le temps qui me reste. Bon, il me disait 5-10 minutes dans ce genre, ouais. Le jeu, on va pouvoir l'utiliser de pas mal de manières différentes. Ça peut être en dehors du cours, sur une utilisation libre. Ça peut être au préalable, avant l'introduction d'une notion. Voilà, pour la semaine prochaine, vous jouerez au premier chapitre du jeu, et puis comme ça vous permet de voir un peu la notion, et puis on en parlera en cours. Ça peut être à l'inverse, après avoir expliqué une notion, et du coup, le jeu peut permettre de mettre en pratique cette notion. Ça peut être les deux, justement, en intro et après, pour voir si les étudiants, du coup, s'en sortent mieux après avoir vu la notion en cours théorique, plutôt qu'avant. Ça peut être aussi de l'entretien de connaissances sur un temps long, avec des jeux plus génériques, comme du quiz, des flashcards, des choses comme ça. Voilà, donc, comme de la même manière que les formations classiques, on passe son temps à faire de l'amélioration continue, à voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, il ne faut pas hésiter à faire la même avec le jeu, à voir, tester l'utilisation d'un jeu dans un contexte, et puis comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis tester des choses assez différentes. Là, de la même manière, au sein du réseau Ikigai, on organise de manière relativement régulière des échanges de pratiques pour permettre aux enseignants, aux ingénieurs pédagogiques de s'enrichir les uns les autres avec les différentes choses qu'ils ont trouvées. Alors, ça mettrait un peu, il ne reste pas un temps monumental, mais ce point est quand même assez fondamental, donc je vais en parler. Un point qui est assez important quand on parle de jeu, et qui n'est pas forcément très intuitif, c'est une notion qui a un nom un petit peu alambiqué, qui est la rhétorique procédurale. Alors, c'est un terme un peu barbare. Donc la rhétorique, ça va être le discours, et procédural, ça va être les procédés qu'on va demander aux joueurs de mettre en place. En fait, la rhétorique procédurale, qu'est-ce que ça désigne ? Ça désigne le fait que le propos du jeu est porté non seulement par, de manière assez intuitive, son scénario,
sa direction artistique, qui en même raconte des choses, mais le propos du jeu, il est aussi porté par ses mécaniques, c'est-à-dire ses règles. Qu'est-ce qu'on doit faire et c'est quoi l'objectif? Et ça, en soi, ça raconte quelque chose. Un exemple super basique, sur un même thème de la guerre, là, on a 2 images de jeux qui sont relativement connues. À gauche, on a Call of Duty, voilà, un jeu où on joue globalement des militaires américains qui vont déverser de la démocratie sur d'autres pays, généralement au Moyen-Orient. Et donc, flinguer tout le monde pour réussir la mission. Et donc, l'objectif du jeu va être d'arriver à l'autre bout de la carte. On va arriver à faire ça en tuant tout le monde. Et puis, en plus, quand on tue les gens, on est plutôt récompensé pour ça, parce qu'on a de nouvelles armes, des munitions, des trucs comme ça. Donc, quelque part, en dehors du scénario, juste les mécaniques de ce jeu suggèrent que, dans un contexte de conflit, il n'y a pas d'autre moyen pour s'en sortir que de dessouder tous les mecs en face. Et en plus, c'est vachement bien, c'est comme ça qu'on gagne, quoi. Donc, évidemment, c'est un message qui est assez fort, qui n'est pas du tout assumé par le jeu, évidemment, dans son scénario, ils ne vont pas le dire, mais quelque part, les mécaniques nous sous-entendent ça. Donc, évidemment, moi, je ne suis pas forcément très d'accord avec ce message, mais à droite, on a un autre jeu qui est un jeu français de Ubisoft, qui s'appelle Soldat Inconnu, qui est un jeu qui nous qui nous fait jouer plusieurs personnages pendant la Première Guerre mondiale, et où globalement, comme on le voit là sur la petite image, ça va plutôt être un jeu d'énigmes. On va jouer ces personnages qui sont complètement dépassés par ce conflit, évidemment, et on va devoir résoudre des énigmes pour s'en sortir, et pour résoudre ces énigmes, on va devoir aussi choper des indices auprès d'un certain nombre de personnages qui vont nous donner des infos et nous permettre de comprendre la situation. Et du coup, quelque part, la mécanique de ce jeu, qui parle pourtant de la guerre aussi, suggère que dans un contexte de conflit, on est plutôt dépassé par le conflit, on ne va pas s'en sortir en étant le surhomme qui va buter tout le monde, c'est peut-être mieux de réfléchir et de dialoguer avec les autres. Là encore, quel que soit ce que raconte le scénar du jeu, la mécanique, elle porte en elle-même ce message-là. Et donc on voit comment 2 ensembles de mécaniques sur un même thème peuvent raconter des choses assez différentes. Bon, tout ça, je l'ai dit avec un exemple sur un thème un peu vaste qui est celui de la guerre, mais comment on peut appliquer ça au jeu éducatif? C'est justement de faire en sorte que, idéalement, le propos pédagogique soit porté par la manipulation des mécaniques de jeu. Que le fait de jouer ne soit pas, là encore, un simple prétexte à avoir des pages de cours, mais qu'en manipulant le système de jeu, eh bien, je manipule quelque part le propos pédagogique. Donc, un exemple que j'aime bien sortir pour illustrer ça, et bon, il y en aurait plein d'autres, mais le tout premier jeu qu'on avait fait, c'était un jeu qui s'appelait L-Link, où l'idée c'était de vérifier les sources. C'était un jeu qui était développé avec les bibliothèques de Sorbonne Université, où pour des cours donnés par les bibliothécaires, de vérifier ces sources d'informations, notamment pour on va dire les revues scientifiques, etc. Et donc là, la mécanique de jeu était de vérifier des articles qui nous étaient proposés par un personnage qui était notre opposant. Donc l'article, on le voit à gauche là, et chaque partie de l'article, on doit vérifier si elle répond aux bonnes pratiques de publication, et on doit identifier la partie de l'article qui ne répond pas à une bonne pratique de publication. Donc là, on voit par exemple que sur cet exemple, l'article il est signé, c'est un post de forum un peu obscur, l'article il est signé par un pseudo, qu'on n'arrive pas on ne peut pas savoir qui c'est, et donc on peut le mettre en corrélation avec les bonnes pratiques qui sont à droite, notamment celle qui est en haut, que l'auteur doit être identifié. Et donc, bim, on met en corrélation l'article, ce morceau de l'article et la bonne pratique, et notre personnage dit à l'adversaire, ah bah non, tu vois, ta source elle est toute pourrie, elle est pas signée par quelqu'un qu'on peut identifier, donc finalement l'auteur il peut raconter n'importe quoi, et du coup l'adversaire remballe sa source et essaie éventuellement de revenir avec une autre. Et donc là, il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup de cours après. On a juste en manipulant la mécanique, on intègre au fur et à mesure ces pratiques de publication. On pourrait raconter encore plein de choses, donc je vais devoir m'arrêter là dans une minute. Peut-être un dernier, la place de l'erreur et de l'évaluation, on en a un petit peu parlé. Donc, ouais, peut-être... On peut parler éventuellement du coût. Voilà, bon, pour terminer, histoire de se donner les ordres de grandeur. Tiens, moi j'ai déjà mis. Pour voir comment on peut réfléchir à du jeu de manière intelligente dans l'enseignement supérieur, c'est pas inintéressant d'avoir une idée de combien ça coûte
du jeu à développer dans l'industrie. Parce qu'en fait, il y a un scope qui est extrêmement large. Et le jeu qui est le plus coûteux, qui a été communiqué par son développeur, c'est celui qui est tout à droite sur la slide, Red Dead Redemption 2, donc il y a une espèce d'équivalent de GTA, pour ceux et celles qui connaissent, qui se passe au Far West, donc des jeux à monde ouvert, qui sont super longs, où il y a des centaines de kilomètres carrés de terrain, des milliards de quêtes, qui durent des centaines d'heures, enfin c'est des trucs monstrueux. Et ce jeu-là a coûté 800 millions de dollars. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout le genre de choses qui sont à notre portée. À l'inverse, il y a un courant du jeu qui existe depuis une quinzaine d'années qu'on appelle le jeu indépendant, qui est un peu l'équivalent du cinéma d'arrêt d'essai dans le jeu vidéo, qui sont des jeux qui se veulent beaucoup plus créatifs, originaux, qui coûtent moins cher à produire parce qu'ils compensent le fait que voilà, il n'y a pas une débauche d'effets techniques par plus de créativité. Et donc, voilà, peuvent être plus attrayants. Et c'est plus le genre de choses dont on va essayer de s'inspirer. Et ce genre de jeu coûte déjà quelques dizaines à centaines de milliers d'euros à produire, donc c'est pas négligeable. Mais c'est des habitudes, dont on peut déjà plus s'inspirer. Et donc, si c'est des choses qui nous intéressent, je vous recommande d'aller creuser du côté de cette scène-là. Voilà, et donc nous, peut-être pour terminer, à Ikigai, on développe, dont l'université Paris-Saclay, comme disait Isabelle et Romuald, est membre, on développe déjà plusieurs jeux ensemble, donc un qui va être proposé en présentation juste après, et un autre dont on vient de commencer le développement là, et puis on espère qu'on aura l'occasion d'en développer plein d'autres. Merci beaucoup, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.